pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Dans cette région-là, les consignes n'ont pas été suivies. Il faut s'assurer qu'elles le soient. C'est intolérable ce qu'on lit ce matin. Et c'est pour ça qu'on pose un geste fort et on met la DPJ sous tutelle. On est extrêmement troublé par la directive du gouvernement Legault d'empêcher des gens d'avoir accès au programme fédéral de soins dentaires. Ça prend une méchante gang de sans-cœur. The winds have really picked up. The water's really moving. Ellis County right now. We got a little bit closer to the fallen crane here in St. Petersburg. The Tropicana field, well, that roof is gone as the result of this particular storm. Voici Patrick Lagacé. 6h05, merci d'être là. Jeudi 10 octobre 2024. Commençons avec la météo. Aujourd'hui, jeudi, ce sera frais maximum 12 degrés. Ensoleillé avec des passages nuageux. Vent du nord-ouest à 20 km/h, des rafales jusqu'à 40 km/h. Présentement, à Montréal, il fait 7 degrés. Demain, vendredi, 18 degrés. Du soleil, des risques d'averses. Et pour le long week-end de l'Action de grâce, 13 degrés samedi. Alternance de soleil et nuages. Bon risque d'averses. Dimanche, soleil et nuages. Lundi, vraiment une journée à oublier, semble-t-il. Là. Vraie journée d'automne, de la pluie. 6 degrés. On va commencer avec ce qui se passe en Floride. L'ouragan Milton qui a frappé dans les dernières heures, qui a touché terre dans la région de Sarasota. Ça s'est présenté en Floride comme un ouragan de catégorie 3. Ça a été rétrogradé depuis à un ouragan de catégorie 1. On sait que quand un ouragan touche terre, son carburant, l'eau chaude, évidemment, vient à manquer et donc, généralement, ils perdent de l'énergie comme ça. Mais quand même, en milieu de nuit, 3 millions de foyers de l'État de la Floride qui manquaient d'électricité. C'est la côte ouest de l'État qui a été touchée, on le sait, en premier. 27 tornades auraient été répertoriées avant l'arrivée de l'ouragan Milton, justement à cause des vents, à cause de la température. Donc, ça donne une idée de l'ampleur du phénomène. Et là, en attendant que le jour se lève, les autorités, je lisais là, sur le site de Radio-Canada, là, on retient notre souffle. On espère que les dégâts vont être limités. Mais évidemment, en Floride, comme ici, on est encore dans la pénombre, donc on n'a pas encore fait le dénombrement de tout ce qui s'est passé. On sait que la Floride se relevait à peine des dégâts qui avaient été causés par un précédent ouragan, l'ouragan Hélène. Il y a aussi le fait que cet ouragan-là, Milton, quand il se présentait dans le golfe du Mexique, on anticipait qu'il allait être le plus puissant qui s'était formé dans le golfe du Mexique depuis Rita. C'était en 2005. Donc, notre journaliste Fanny Sanson, qui est sur les lieux, on va lui parler un peu plus tard à l'émission et on va retourner parler avec ce Québécois de pompier, Martin Lemay, qui est pompier sur la côte ouest de la Floride. Deuxième nouvelle, on n'est pas dans l'actualité pure, mais je veux envoyer des pensées positives à mon ancien collègue Richard Martineau, avec qui j'ai animé à l'émission Les Francs-Tireurs. Il chronique au Journal de Montréal, on peut le voir sur les plateformes. Richard annonce aujourd'hui dans une chronique du journal qu'il a le cancer de la prostate, stade 1, comme il dit. J'ai pigé le bon numéro, bon entre guillemets, et avec son style coloré, explique tout ce qui s'est passé dans sa vie récemment vers ce diagnostic de cancer de la prostate. Donc, des pensées positives pour Richard Martineau. Éduc-alcool. On parle beaucoup d'alcool cette semaine. Pourquoi? 2 raisons. Il y a d'abord la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui, comme d'autres ministres des Transports dans le passé, se fait demander, écoutez, pourquoi est-ce qu'au Québec, on n'a pas de mesures administratives pour sanctionner les automobilistes à partir de 0,05 mg d'alcool par 1000 millilitres, 100 millilitres d'alcool dans le sang. Au Québec, on est la seule province au Canada à ne pas avoir ces mesures administratives dès le 0,05. Il y a des raisons historiques à ça. Il y a des raisons aussi politiques. Les gouvernements ne veulent pas mettre le pied là-dedans. Ils savent que ça va fâcher certains citoyens. Ils savent aussi que les associations de restaurateurs risquent de hurler, etc., etc. Donc, Mme Guilbeault est sur la défensive là-dessus. Et il y a une partie de l'argumentaire de Mme Guilbeault, c'est de dire, écoutez, Éduc-alcool est de notre côté sur cet enjeu-là. Éduc-alcool, vous le savez, c'est cet organisme
qui fait de la prévention, qui donne des informations qu'on pensait scientifiques sur la relation entre l'alcool et les gens, sur les méfaits de l'alcool, les bienfaits de l'alcool aussi, je mets bienfaits entre guillemets. Quand je dis on pensait que Éduc-Alcool nous informait là-dessus correctement, c'est qu'il y a une enquête du Devoir cette semaine sur l'alcool et les Québécois. On a eu un volet qui portait sur l'alcool au volant. Et là, aujourd'hui, les journalistes du Devoir, Stéphanie Vallet et Amélie Pineda, présentent un autre volet de leur enquête qui porte sur Éduc-Alcool. Éduc-Alcool, je vous le dis, dans les médias, c'est souvent l'organisme vers lequel on va aller. Il y a des campagnes de prévention, des campagnes d'information sur l'alcool. J'ai reçu Hubert Sassi souvent à cette antenne. Je l'ai déjà cité en chronique dans la presse. Geneviève Desautels, qui a succédé à M. Sassi, on l'invite souvent à cette antenne. Éduc-Alcool est un peu partout pour parler d'alcool. Mais ce que nous montre le Devoir aujourd'hui, c'est que Éduc-Alcool diffuse des informations qui sont souvent erronées sur l'alcool. On brandit des études scientifiques qui sont périmées, qui ont été discréditées parce que la science avance. Il y a de nouvelles études un peu partout. Et cette info désuète d'un point de vue scientifique, elle a ceci de commun avec d'autres organismes comme Éduc-Alcool ailleurs dans le monde, qui présente des informations semblables, c'est que Éduc-Alcool est financé par la vente d'alcool. Et il y a une étude scientifique qui est révélée par le journal Le Devoir, une étude britannique, qui a placé Éduc-Alcool comme étant un des pires sites de désinformation en matière d'alcool, de consommation d'alcool. Quand Éduc-Alcool, semble-t-il, présente des informations sur les bienfaits ou les méfaits de l'alcool, bien, il y a une sorte de préjugé favorable pour les études ou des parties d'études qui montrent les bienfaits de l'alcool. Les méfaits de l'alcool ont été traditionnellement banalisés du côté d'Éduc-Alcool. Et là, quand on voit le financement qui vient de la vente d'alcool, quand on voit la composition historique des conseils d'administration où, jusqu'à tout récemment, là, il y a des gens qui étaient nommés par l'industrie de l'alcool, tu te dis, est-ce qu'on peut se fier à Éduc-Alcool? Donc, ça cause tout ça, une crise de crédibilité chez Éduc-Alcool. Et il y a un comité scientifique dans cet organisme-là. Et ce comité scientifique est composé, par exemple, de médecins. Et Le Devoir a fait une entrevue avec Louise Nadeau, qui est professeure émérite au département de psychologie de l'Université de Montréal. Elle était sur ce comité-là. Et elle a annoncé au Devoir, quand elle a été questionnée sur la validité scientifique des faits qui sont avancés par Éduc-Alcool, elle a annoncé « Je démissionne ». C'est assez surprenant ce qu'on apprend sur Éduc-Alcool. La patronne d'Éduc-Alcool, Geneviève Desautels, va être avec nous un peu plus tard à l'émission. Je rappelle que cet organisme-là, et c'est surprenant, s'oppose à ce qu'il y ait des sanctions à partir de 0,05. Quand on regarde le financement d'Éduc-Alcool, ou c'est un heureux hasard, ou alors c'est pas un hasard. On posera des questions à Mme Desautels un peu plus tard à l'émission. Toujours sur la thématique de l'alcool, il y a Geneviève Guilbeault qui va être avec nous, la ministre des Transports. Je disais qu'elle est assez isolée dans sa défense du 0,08 absolu, là, cette décision de Québec de ne pas sanctionner les automobilistes à partir de 0,05. Bien, il y a la Société de l'assurance automobile du Québec qui est en faveur de cette mesure-là. On a même quantifié le nombre de vies que ça pourrait changer. On va parler de ça avec Mme Guilbeault un peu plus tard à l'émission, ainsi que du tramway de Québec et des développements de ce côté-là, et aussi de l'entretien des infrastructures du métro de Montréal. On sait qu'il y a 3 stations qui ont fermé la semaine passée. Il y en a une qui demeure fermée, mais quand même des perturbations à venir. Autre histoire dont on a parlé hier, qui a été révélée par la presse, et il y a des retombées qui se font sentir à Québec, là, qui se sont fait sentir à Québec hier, aujourd'hui, et il y en aura aussi longtemps dans l'actualité, c'est la DPJ de la Mauricie, centre du Québec. Écoutez, c'est dur de trouver les mots pour parler du dérapage qui s'est déroulé à la DPJ Mauricie, centre du Québec. Quand on prend la décision de retirer un enfant d'un milieu, de la garde de ses parents, c'est pas une décision qui devrait être prise à la légère. On présente du côté de la DPJ des faits devant le tribunal à des juges. Et là, il y a eu une revue de 140 cas par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. On a pris 140 dossiers,
on les a révisés et on est allé chercher des faits. On est allé chercher des preuves qui contredisent beaucoup de décisions de placement. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de dossiers qui ont été présentés aux tribunaux sur la base d'informations fausses, erronées, de la part d'intervenantes trop peu formées, qui entretenaient des préjugés envers les parents issus du système. Souvent, les parents qui ont vu leurs droits bafoués, les enfants qui ont vu leurs droits bafoués, c'était le cas de parents qui avaient déjà été sous la garde de la DPJ quand ils étaient jeunes. Semble-t-il qu'il y avait des préjugés là-dessus. Là, la question qui se pose, Québec a mis la DPJ Mauricie Centre du Québec en tutelle. Parfait. Et le ministre Carman dit, écoutez, c'est un cas isolé de cette DPJ-là uniquement. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire, pas sûr que c'est seulement des pratiques là, qui avaient cours dans cette région-là. Il y a l'avocate Valérie Assouline, qui a souvent représenté des parents qui ont été aux prises avec la DPJ, qui dit, écoutez, c'est pas isolé à la Mauricie, on entend des cas du même genre un peu partout au Québec. Nancy Audet, l'animatrice, autrice, ex-enfant de la DPJ, qui utilise ces tribunes pour défendre les enfants de la DPJ, pour critiquer la DPJ, elle a dit, ce genre d'histoire-là, j'en ai souvent entendu parler, et elle pose la question, combien d'enfants se sont retrouvés être adoptés alors qu'ils n'en avaient pas besoin? Ce sont des enfants qui vont penser qu'ils ont été abandonnés alors que c'est faux, c'est grave, ils ne vont jamais obtenir de réparation. Donc, elle aussi dit que ces cas-là, on en entend un peu partout et pas juste dans la région de la Mauricie, centre du Québec. Il y a une chronique à lire de Mylène Moisan là-dessus, sur la DPJ, et ça s'intitule « La DPJ, le chat sort du sac ». Et je vais citer Mylène Moisan. C'est écrit dans la loi, toutes les décisions des intervenants de la DPJ sont présumées avoir été prises de bonne foi dans le meilleur intérêt de l'enfant. On sait maintenant que ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est juste en Mauricie? Est-ce que c'est juste dans le centre du Québec? Il va falloir aller au fond des choses. Il va falloir qu'un organisme comme la Commission des droits de la protection et des droits de la jeunesse se penche là-dessus ailleurs. Qu'on prenne des échantillons, qu'on essaie de voir si le schéma de pensée des intervenantes et de leurs patrons et patronnes dans cette région-là s'est reproduit ailleurs. Parce que c'est pas banal. Moi, qu'on enlève des enfants de la garde de parents inaptes, je suis pour ça. Qu'on le fasse relativement rapidement, je suis pour ça. Qu'on donne la chance à un enfant de grandir, de s'épanouir dans une autre famille, que ce soit une famille qui est proche de ses parents, que ce soit une famille d'accueil, tant mieux. Mais il faut qu'on le fasse en vertu de preuves, de faits. On ne peut pas inventer des faits. On ne peut pas se baser sur des critères comme quand la mère était sous la garde de la DPJ à 16 ans, elle était TDA. Ça n'a pas de sens. Donc, j'ai vu la réaction aussi du syndicat impliqué dans ce dossier-là, le syndicat qui représente les intervenantes, et tout de suite, on dit manque de formation, pénurie de personnel, etc., etc. Attendons un peu. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est juste le roulement de personnel, le manque de personnel, le manque de formation, ou il y a eu carrément de la malversation? Parlons un peu de crime. 2 papiers à lire aujourd'hui dans le Journal de Montréal et dans la presse sur tous les mouvements de plaques tectoniques dans le monde du crime. Il y a du crime organisé, l'expression est consacrée. Il y a désormais aussi du crime désorganisé. Au sommet de la pyramide, pendant des années, dans le monde criminel, il y avait les Hells Angels et il y avait la mafia. Là, il y a des petits groupes. Et on fait la cartographie de ces petits groupes dans le Journal de Montréal, le Arab Power, gang de rue, le STL dont on parlait tantôt avec Bénédicte, les Profit Boys. Ce sont des noms que vous allez entendre de plus en plus souvent. Les BFM dans l'Est du Québec, Blood Family Mafia. Tous ces groupes-là sont à la fois en concurrence entre eux, en concurrence avec les motards. Et il y a la journaliste Maïssa Ferra dans la presse qui a des bonnes sources dans le domaine criminel, qui parle à des criminels. Évidemment, ils ne se nomment pas, mais elle a sondé quelques-uns d'entre eux et elle a un papier fascinant aujourd'hui dans la presse. Elle les cite. Elle cite leurs sentiments face à la mafia, face aux Hells Angels. Je vais en citer quelques-uns. Ils te font travailler pour eux et te promettent qu'un jour, tu vas monter à avoir ta place, tu vas faire partie de quelque chose de gros,
mais tu n'auras jamais ta place. Ça, c'est ce que ce gars-là dit au sujet de la mafia et des motards. Il y a des grosses gommes du crime organisé qui sont en vacances en famille ou dans leur grosse maison quand moi, je suis en train de vendre du crack sur le coin de la rue, puis tu me demandes une taxe. Les gars de la mafia, toujours une source de la journaliste Maïssa Ferra, les gars de la mafia ont tous une ligne de communication avec la police. Ce sont des businessmen et ils protègent leur fortune. Quand tu leur parles, c'est comme si tu snitches. Snitch, ça, c'est de parler à la police dans le milieu criminel. Donc, parler à la mafia pour ces gangs de rue-là, c'est comme parler directement à la police. La nouvelle génération de bandits, là, semble-t-il, aussi, veut plus travailler pour des boss blancs qui ne leur ressemblent pas et qui n'ont pas fait face aux mêmes défis qu'eux durant leur enfance. Ça, c'est ce que plusieurs sources criminelles ont affirmé à la presse. Avant, dit une des sources, tu n'avais pas le choix de travailler pour des Blancs. Maintenant, il y a d'autres options. Donc, ça montre à quel point ça a changé. Ça montre à quel point il y a du crime désorganisé qui se positionne. Et je vous l'ai dit il y a quelques jours, je le répète, il va y avoir encore plus de chambardements prochainement parce que la police va arrêter. Quand? Dans quelques semaines, dans quelques mois, on ne le sait pas, va arrêter des grosses gommes du crime organisé sur la foi de dénonciation d'un ancien tueur à gages du crime organisé qui travaillait pour les Italiens, qui travaillait pour les motards. Il s'appelle Frédéric Silva. Semble-t-il qu'il a de la dope, comme on dit dans le milieu, qu'il a des faits incriminants pour des dizaines de figures importantes dans le crime organisé. Donc, quand ces gens-là vont être arrêtés, il y a des petits groupes qui vont vouloir encore plus prendre leur place. La semaine passée, je vous ai parlé d'une directive du gouvernement du Québec, du ministère de la Santé, qui a été envoyée dans le réseau. Ça concerne les soins dentaires. Ottawa a mis sur pied un programme de soins dentaires là, qui s'adresse pour l'instant là, aux plus vulnérables, aux moins nantis. Québec n'est pas content. C'est une question de juridiction. On dit Ottawa est en train de s'immiscer dans notre champ de compétences. Et c'est vrai. Ottawa, avec ce programme-là, s'immisce dans les champs de compétences du Québec. Cependant, il y a des gens qui ont mal aux dents. Il y a des gens, comme j'ai dit la semaine passée, qui ont des trous dans la gueule. Il y a des gens qui ont des caries, qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. Ce programme-là vise à les aider. Il y a des gens qui sont sous la coupe, sous la responsabilité du gouvernement. Des personnes handicapées en CHSLD, des personnes aînées en CHSLD, des enfants dans des cliniques communautaires. Mais Québec, dans un geste absolument cruel, a décidé d'envoyer une note de service pour dire si vous avez des demandes d'aide pour des réclamations au programme fédéral, chers employés, vous ne les aidez pas. On n'accommode pas le fédéral et on n'accommode pas non plus des gens qui ont mal aux dents, qui voudraient se faire soigner et qui voudraient se faire rembourser en vertu du programme fédéral. Tout ça pourquoi? Pour avoir raison dans une chicane de compétences. C'est un moyen de pression absolument stupide. C'est un moyen de pression cruel. Ça n'aura aucun effet sur Ottawa. Le seul effet que ça a, c'est dans la bouche de certains Québécois qui n'ont pas les moyens de se payer une assurance dentaire. Mais là, aujourd'hui, on apprend dans la presse que la directive a été amendée. Oui, si le dentiste qui vous soigne est un travailleur autonome dans le réseau, ah ben là, on peut l'accommoder, la demande de remboursement. Mais si c'est un dentiste qui est salarié du gouvernement du Québec, là, on ne peut pas. C'est le comble de l'absurdité et le député Alexandre Boulris du NPD a tout à fait raison de dire, et je le cite, à propos du gouvernement du Québec, ça prend une méchante gang de sans-cœur pour être capable de punir des gens, de faire mal à des gens comme ça, qui autrement auraient le droit d'avoir accès aux dentistes. C'est cruel, et oui, ce sont des sans-cœur. Toujours dans le milieu de la santé, Québec a congédié la PDG du CIS de la Côte-Nord. On le sait qu'il y a eu des problèmes de main-d'œuvre là-bas. La fameuse équipe volante du ministère de la Santé n'a jamais été déployée. Il y a des bris de service. Et ce que j'entends du terrain là-bas, c'est que la décision de congédier cette PDG du CIS de la Côte-Nord, Manon Asselin, c'est pas très bien vu. On voit que le problème, c'est pas dans le CIS local, c'est plutôt au ministère de la Santé. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal, voici Patrick Lagacé. Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports, est au bout du fil. Plusieurs dossiers chauds qui sont sur son bureau. Madame Guilbeault, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé. Content de vous parler. Je veux qu'on commence avec le dossier le plus chaud, qui est celui de l'alcoolémie. Là, écoutez, il y a quelque chose que je comprends pas. Juste pour situer les gens, le 0.08, ça, c'est la norme fédérale qui est dans le code criminel. Au-delà de 0.08, on peut être criminalisé. Parfait. Oui. Sous la barre des 0.08, les provinces canadiennes à 0.05 commencent à distribuer des tapes sur les doigts, des suspensions de permis, des amendes, etc. Le Québec est la seule juridiction où il n'y a pas de mesures administratives à propos de 0.05. Il y a de la science qui montre que ce serait bon, que ce serait un bénéfice pour la sécurité des usagers de la route. Pourquoi vous êtes contre ça? Mais vous l'avez dit en introduction, puis je pense que Mme Desautels d'Éducalcool va venir en entrevue un peu plus tard. Ça prend une approche globale. Il faut que globalement, que ce soit la conduite avec les facultés affaiblies ou même l'insécurité routière, les comportements répréhensibles en sécurité routière, puis je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, j'étais venue vous voir quand j'ai déposé mon plan d'action en sécurité routière, puis ça fait des années que vous en parlez. Globalement, il faut avoir une approche où oui, il y a la responsabilisation, puis il y a aussi les sanctions. Et globalement, au Québec, on a un régime de sécurité routière, que ce soit des modalités en conduite avec les facultés affaiblies ou plus globalement, comme je vous dis, on a un régime qui est très sévère. On a accumulé une foule de gestes réglementaires, législatifs. On a accumulé beaucoup de plans d'action, des campagnes de sensibilisation, de responsabilisation, de communication, beaucoup de recommandations de coroner. Évidemment, oui, vous allez me parler de celles sur le 0.05, mais au fil des ans, j'ai passé des années là-bas, beaucoup de recommandations de coroner qui ont donné lieu à des avancées, la ceinture de sécurité, les pneus d'hiver obligatoires, les textos volants. Donc, on a tellement évolué en sécurité routière au Québec. Le plus, je dis ça comme citoyenne aussi, puis comme personne qui a travaillé beaucoup avec des coroners, les avancées qu'on a faites en sécurité routière dans les dernières décennies au fil des divers gouvernements, c'est incroyable. Alors moi, je suis très fière de ça. Évidemment, je suis fière de mon plan que j'ai déposé l'année dernière, qui encore va nous amener plus loin avec plus d'appareils, des photoradars, communément appelés, là, des appareils de contrôle automatisés, avec des nouvelles technologies pour être capable de surveiller plus de comportements, parce que les policiers peuvent pas être partout en même temps, je le dis souvent. Ils sont juste 15 000 pour tout le Québec. Donc, globalement, tout ce qu'on fait, puis pour les usagers vulnérables, moi j'ai une grande préoccupation. On a beaucoup parlé des zones scolaires, là, des chauffeurs d'autobus scolaires qui disent qu'ils voient encore des parents, des gens qui circulent, même si l'arrêt stop de l'autobus scolaire est ouvert puis qu'on sait tous qu'il faut s'arrêter, c'est 9 points d'inaptitude. Il y a quand même malgré tout des gens qui le font. Mais alors, je regarde globalement être de plus en plus innovant, lucide et responsable dans la manière dont on fait évoluer la sécurité routière au Québec, pardon. Puis c'est ce qu'on fait avec le plan d'action puis le projet de loi que j'ai fait adopter au printemps. Mais je regarde les voix qui demandent l'instauration de mesures administratives, là. Les coronaires, l'Institut national de santé publique, la Société de l'assurance automobile du Québec. Écoutez, à part vous et Éducalcool, il n'y a pas grand monde qui trouve que c'est une bonne idée de garder ça à 0.08. Mais je pense que le dénominateur commun de tout le monde, c'est de s'assurer qu'on sanctionne correctement et qu'on responsabilise correctement les gens à l'importance de la sécurité routière. Oui, les conduites avec les facultés affaiblies, mais c'est plus large que ça. Je vous ai parlé des zones scolaires, puis il faut quand même dire, Éducalcool, c'est un acteur extrêmement crédible en matière de, justement, de conduite avec les facultés affaiblies puis de sécurité routière. Puis juste un point là-dessus, c'est pas la première fois que ce débat-là vient dans l'espace public, là. Il y a eu beaucoup de ministres des Transports chez le Parti libéral qui, à leur époque, ont éliminé la possibilité de mettre le 0.05. C'est vrai. On fait le choix, les libéraux. Sam Hamad, en 2010, ministre libéral, a exclu le 0.05 de ses projets de loi en sécurité routière. Et en 2018, ça fait pas longtemps, là, le dernier ministre des Transports libéral, qui est encore député libéral au Parlement au moment où on se parle, André Fortin, a décidé de rejeter le 0.05. Alors, il y a quelque chose d'un peu ironique aujourd'hui de venir dire comment ça que c'est pas fait alors qu'ils ont eu 15 ans pour le faire et qu'eux-mêmes l'ont rejeté à leur époque. Donc, l'important pour moi, au-delà du Parti libéral puis de son histoire à leur époque, c'est que moi, quand je suis arrivée comme ministre des Transports il y a 2 ans, une des premières choses, littéralement, que j'ai faites, c'est de travailler sur un plan d'action qui serait pas juste un plan d'action pour un autre plan d'action, puis là, on rencontre de ça, puis on brode autour de ça. Je voulais des choses concrètes avec des axes précis, puis des actions précises, avec des échéanciers délivrables. C'est ce qu'on a. Et à date, on le suit. Tout ce qu'on avait livré en 2023 a été fait. Tout ce qu'on a livré en 2024 est en train de se faire. Il m'en reste un peu d'ici la fin de l'année à faire. Et on le suit très rigoureusement parce que je veux que les choses se passent, je veux que ça évolue.
C'est exactement ce qu'on fait. On a pris le leadership qui s'imposait parce qu'on sait que ça découle aussi, pas ça découle, mais c'est-à-dire qu'il y a eu comme une remise à l'avant de l'importance de la sécurité routière collectivement avec le décès de la petite fille en décembre 2022, qui a été un traumatisme national. Alors depuis ce temps-là, on a repris le leadership de la sécurité routière, puis moi, j'en suis très, très fière. Vous venez d'évoquer Éduc-Alcool et vous me dites que c'est un groupe crédible. Je vous pose la question, est-ce que vous avez lu l'enquête du Devoir hier et aujourd'hui? Je trouve qu'il y a des questions qui se posent très sérieusement et on va la poser avec Mme Desautels dans quelques instants sur la crédibilité d'Éduc-Alcool. Vous trouvez que c'est encore un interlocuteur qui est crédible? Bien, c'est-à-dire qu'Éduc-Alcool, ça fait des décennies que ça existe. Moi, je me souviens d'avoir rendu hommage à M. Sassi quand il s'est retiré là, il y a 2-3 ans. Je l'avais rendu hommage parce qu'il a été là 35-40 ans. Mais les révélations récentes donnent à penser que, disons qu'il y a un déficit de crédibilité là, sur les prises de position qui touchent l'alcool chez Éduc-Alcool. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ben, en fait, je vous dirais qu'on peut être d'accord ou pas d'accord. Puis c'est le lot de pas mal de sujets dans la société. Il y a des gens pour, des gens contre, des gens avec des nuances. Mais au-delà de ça, c'est une organisation qui a fait énormément d'activités de sensibilisation, qui a été non seulement un interlocuteur pour les gens qui travaillent là-dedans, comme le ministre des Transports en sécurité. Mais vous leur faites encore confiance. Mais qui fait beaucoup d'activités de sensibilisation, qui travaille beaucoup avec l'industrie des bars aussi, parce que c'est un peu ça, des fois, le lien qu'on disait, là, le financier, mais qui ont fait beaucoup de travail pour, tout ce qu'on a fait par rapport à la sensibilisation des gens qui travaillent dans les bars. Madame Guilbeault, je leur enlève rien sur le passé, mais les révélations du Devoir hier et aujourd'hui, moi, ça me fait douter. Je vous le dis. Fait que je vous pose la question. Vous, la ministre des Transports, vous avez encore confiance en Éduc-Alcool? Moi, j'estime qu'ils font un travail qui est nécessaire, que sinon, qui le ferait? Tout ce qu'ils font avec les bars, là, c'est ça que je vous disais. Des fois, maintenant, le réflexe de quelqu'un dans un bar qui travaille là, qui va t'enlever tes clés ou qui va dire tu peux pas partir comme ça, il y a 10-15 ans, on n'aurait pas vu ça, là. Vous voyez, c'est un exemple de choses qui avancent dans la société. On est vraiment rendu de plus en plus loin de l'époque où les gens partaient avec leur bière entre les jambes, pas attachées dans leur voiture. Mais ça, c'est le résultat de décennies de sensibilisation, puis d'évolution, puis de réflexion, puis d'accumulation des gestes des divers gouvernements au fil du temps et du travail des coronaires aussi que je tiens à saluer. OK, je vous entraîne sur un autre terrain, sur une autre route, sans mauvais jeu de mots. Il y a la mairesse de Montréal, Valérie Plante, il y a quelques semaines, qui a fait un plaidoyer qui implorait Québec de lui donner 300 radars photos pour l'aider avec la sécurité routière à Montréal. Avez-vous été surprise de cette demande-là de la mairesse? Oui et non. Je sais qu'il y a un appétit de la part des municipalités, notamment celles qui ont des enjeux de sécurité routière, donc pas mal de municipalités, pour avoir plus de radars photos. Puis j'en ai parlé tantôt. Les radars photos, ça a été en projet pilote, un peu en stagnation pendant quelques années. On en a 54 en ce moment pour tout le territoire, imaginez. Ça fait, tu sais. Puis on en a besoin sur le réseau supérieur, nos routes, nos autoroutes. Ça en laisse pas beaucoup pour les municipalités. Donc, dans mon plan, moi, j'ai dit que je voulais me rendre à 250. Donc, on est en processus d'acquisition actuellement. Puis, on va les répartir selon les zones accidentogènes en collaboration avec les municipalités qui vont nous faire part des endroits où elles en voudraient. Évidemment, 250 au total pour le Québec. On peut pas en avoir juste 300 seulement pour Montréal, mais c'est sûr que Montréal, avec la densité puis les problématiques. Mais il y a aussi, toute la question du réseau municipal. Il y a des radars pédagogiques. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire par eux-mêmes. Je sais qu'ils ont déposé un plan, eux autres aussi, pour rendre leur... par exemple, une école qui est située sur le réseau municipal, c'est pas le ministère des Transports qui gère cette artère-là. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité de la municipalité aussi, mais je suis d'accord avec elle que avoir plus de radars photo au Québec, ça va être une bonne chose. Mais pourquoi la Ville de Montréal peut pas juste acheter des photoradars puis les mettre où elle décide de les mettre? Parce que là aussi, des fois, ça a l'air simple, mais il y a toute la question de la gestion de la preuve. Un radar photo, par exemple, on l'installe, ça prend des photos. Puis encore là, comme je disais, nous, on a ouvert la porte à avoir des nouvelles technologies. Là, actuellement, nos photoradars, ils peuvent seulement surveiller les feux rouges puis la vitesse, mais c'est pas exclu qu'on puisse faire autre chose. Donc, on verra le moment venu la technologie qui sera retenue. Mais au-delà de ça, une fois que la photo est prise, cette photo-là, elle arrive, dans une espèce de centrale où là, il y a des policiers, il y a des gens, des êtres humains qui doivent gérer ça, qui doivent évaluer, parce que des fois, il y en a qu'on doit rejeter. Il y a un problème de photo, il y a ci, il y a ça. Alors, il y a un traitement aussi de ça pour que ce soit recevable. Il faut que ce soit fait très rigoureusement. Donc, c'est pas si simple que ça. Évidemment, les grandes villes comme Montréal, qui ont leur propre corps de police, il y a une possibilité de faire des partenariats, mais
La gestion, je vous dirais, du parc des appareils, actuellement, elle incombe au gouvernement du Québec parce qu'il y a, premièrement, une économie d'échelle à faire, puis deuxièmement, une centralisation de la gestion, je vous dirais, de l'entretien, de l'installation, l'entretien, la gestion de la preuve, tout ça est centralisé actuellement au gouvernement du Québec, puis ça simplifie les choses. Mais nous, on est très ouverts à faire des projets en partenariat avec les municipalités pour, notamment celles que, comme je l'ai dit, là, qui ont leur propre service policier, puis qui pourraient être des partenaires, les cours municipales aussi. On a fait un projet de loi, mon collègue de la justice là-dessus. Donc, tout ça a été arrimé dans mon projet de loi pour qu'on puisse travailler en partenariat, mais c'est pas aussi simple de penser qu'on peut juste acheter des radars sur Internet, les mettre dans la rue, puis que ça fonctionne comme ça, là, parce qu'il faut bien s'attacher avec le système pénal. OK, dernier point. Québec solidaire a l'idée de prendre des fonds qui sont non alloués pour l'électrification, 1,4 milliard, et de les consacrer justement pour aider la Société de transport de Montréal. On sait qu'il y a 3 stations de métro qui ont fermé à cause d'un problème d'infrastructure. Là. Est-ce que c'est une bonne idée qui est soumise par Québec solidaire? Mais je suis obligée de commencer par dire, puis c'est important de le dire, là, on met la CAQ, depuis qu'on est au pouvoir, le double d'argent en transport collectif par rapport aux libéraux avant nous, puis au Parti québécois qui a été là 1 an et demi en 2012. Le double d'argent en transport collectif. C'est énorme l'argent qu'on met en transport collectif. Mais vous savez, donc, les besoins sont quand même immenses. Oui, tout à fait, mais c'est pour ça que je dis, moi, je suis ouverte à ce qu'on diversifie les sources de revenus. Je le dis souvent, on ne peut pas éponger des déficits éternellement. Mais ça, est-ce que c'est une bonne idée? Là-dessus? Prendre de l'argent déjà budgété, mais pas alloué pour l'électrification, 1,4 milliard, pour aider les infrastructures de la STM. Ça, là-dessus, réponse simple, est-ce que c'est une bonne idée? L'électrification, j'ai déjà dit qu'on est ouvert à revoir, mais il faut maintenir les objectifs d'électrification dans le sens où il faut réduire les GES. Oui, mais ces sommes-là ne sont pas allouées. On pourrait l'allouer à la STM qui a des gros problèmes présentement. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? On est en train d'évaluer l'électrification. C'est pas une idée. Québec solidaire a pris cette idée-là parce que je l'ai souvent évoquée dans diverses tribunes, au Crédit, à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas eux qui ont pensé à ça du jour au lendemain. Mais au-delà de ça, je vous dirais, puis je sais pas ce que vous en pensez, vous, parce que j'essaie souvent d'expliquer à Québec solidaire qu'il y a un désengagement du financement fédéral. Le fédéral ne met presque pas d'argent dans le maintien des actifs. Mais là, on est à une période critique, notamment pour le métro. Alors, il faudrait que les gens joignent leur voix, tout le monde joigne sa voix, incluant Québec solidaire et la mairesse de Montréal, pour réclamer de l'argent fédéral. Ah, mais ça, Mme Guilbeault... On devrait tous réclamer de l'argent fédéral en ce moment. Ça, Mme Guilbeault, Mme Plante était à mon micro il n'y a pas longtemps et elle est d'accord avec vous. Elle vous invite même à aller à Ottawa avec elle pour réclamer de l'argent. Fait que ça, je vous le dis. Oui, parce que vendredi dernier, quand le métro a fermé, je l'ai entendu dire que c'est juste le problème du gouvernement du Québec. Ensuite, je l'ai texté pour lui dire il faut demander de l'argent fédéral. Elle a dit oui, je vais marcher avec toi à Ottawa. Moi, je vous conseille. Elle l'a dit sur votre micro. Je vous conseille d'y aller en train ou en autobus plutôt que de marcher, ça va être plus vite. En attendant le TGV, on va y aller. On va y aller comme on peut. Merci, Mme Guilbeault. Bonne journée. Merci à vous. C'était la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. J'accueille maintenant en studio Geneviève Desautels, c'est la directrice générale d'Éduc-Alcool. Éduc-Alcool, ces jours-ci, est l'objet de reportages dans le journal Le Devoir. Il y en avait hier, il y en a aujourd'hui, qui mettent la crédibilité d'Éduc-Alcool, qui posent de gros bémols sur la crédibilité d'Éduc-Alcool. Madame Desautels, bonjour. Bonjour. Écoutez, moi, je vous fais confiance chez Éduc-Alcool depuis des années. J'ai lu les révélations du Devoir, puis j'ai l'impression que vous faites de la pseudo-science. Bien, en fait, je ne sais pas d'où on prend ça, parce que quand on regarde, d'une part, ce qu'il y a sur le site Internet, que j'ai toujours dit qu'il était une grande bibliothèque. Les articles sont datés, d'une part, mais c'est clair que, comme dans n'importe quelle bibliothèque, il y a des choses qui sont, j'ai envie de dire, moins à jour que d'autres. Mais quand les dates sont là, on sait qu'on est en train de lire un article de 90 ou 2024. J'ai de la misère à accepter cette réponse-là, Mme Desautels, parce que vous êtes un organisme qui prétend informer le public. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez de la science vétuste dépassée sur votre site. Vous le savez, vous ne l'avez pas amendé. Je veux dire, les gens se fient à ça. C'est pas à eux à dire, c'est pas à eux à évaluer la crédibilité d'une étude scientifique que vous mettez sur votre site. Effectivement, puis il n'y a pas d'information qui est
fausse. Il y a de l'information qui n'est pas à jour. Et dans cette bibliothèque-là, c'est aussi dans le plan de ce qu'on fait chez Éduc-Alcool. Vous savez qu'on a réformé la gouvernance. Vous savez qu'on a pris acte de ce qu'il y avait à faire évoluer en lien avec la science puis les comportements sociaux. On est rendu à embaucher une direction scientifique de façon à ce qu'on puisse organiser à la fois le contenant puis le contenu. Vous avez un comité scientifique. Qu'est-ce qui fait ce comité scientifique? C'était quand sa dernière réunion d'abord? Sa dernière réunion a lieu en 2023 puis a été créée en 2020. Est-ce que les scientifiques, les médecins notamment qui sont là-dessus, ont approuvé les études scientifiques qui sont mises de l'avant sur votre site web? Ça n'a jamais été le mandat, même à l'époque de mon prédécesseur, du conseil scientifique. C'est quoi son mandat? Son mandat, c'était de regarder où s'en allait la science et quelles devaient être les thématiques sur lesquelles Éduc-Alcool devait se pencher pour informer la population. Est-ce que l'alcool a des bienfaits de santé? L'alcool, aujourd'hui, avec la science de ce que l'on voit, a beaucoup plus de risques, mais a encore certaines... C'est quoi les bienfaits de l'alcool pour la santé? Pour la santé... Il y en a peu, si ce n'est que de dire que en tant que lubrifiant social... Mais pas pour la santé. Pas pour la santé. Mais sur votre site, il y avait des études jusqu'à tout récemment qui disaient qu'il y avait des bienfaits pour la santé. Concentrons-nous sur les publications de 2024, moi, je 2023. me concentre sur les études qui étaient sur le site d'Éduc-Alcool jusqu'à tout récemment. En fait, encore une fois, ils sont datés. Et on sait qu'il y a une mise à jour à faire. C'est clair. Le plan, il est là. C'est un plan stratégique sur 3 ans. On est 3 employés. On a 3,6 millions, puis on fait des campagnes, puis on fait évoluer justement les messages. Vous vous rappelez de C'est toi le boss il y a 3 ans. On a essayé de justement normaliser la non-consommation l'année passée. On s'en vient avec Pourquoi je bois pour essayer que les gens réfléchissent à leurs automatismes. C'est ça qu'on fait. On n'est pas un organisme de santé publique. On est une organisation crédible. Mais vous êtes financé par l'argent de l'alcool. Plus les Québécois boivent, plus vous recevez de ristournes qui vous financent. Effectivement, et ça fait 2 ans que nos ristournes baissent. Okay. Et on cherche à diversifier notre financement aussi. J'espère qu'il y a des partenaires qui nous écoutent éventuels parce que c'est ça l'objectif. Ça fait partie de la planification stratégique. On regarde vers l'avant. Tu sais, les articles qui sortent de ce temps-ci, c'est clair qu'ils font état de ce qui s'est passé. Mais moi, je suis curieuse de voir comment ça se fait qu'on n'a pas interviewé Marie-Pierre Dubé qui travaille pour l'Université de Montréal, qui est sur notre conseil d'administration. Vous parlez de personnes interviewées, Mme Desautels, dans le cadre de ses reportages du Devoir sur Éduc-Alcool. Il y a Louise Nadeau qui a démissionné en direct dans l'entrevue avec la journaliste. Mais Mme Nadeau était présidente. Elle était dans votre comité scientifique, ouais. Elle a été à votre CA. C'est un désaveu qui est très, très fort sur vos méthodes. Bien, en fait, je vous dirais que Mme Nadeau a été présidente du conseil d'administration 20 ans sur les 32 ans de mon prédécesseur. Oui, mais ça en va. Ben oui, puis honnêtement, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on veut avec la nouvelle direction scientifique, c'est s'associer à des associations médicales. C'est là qu'on s'en va doucement, puis les chercheurs qui étaient là sur le conseil scientifique, qui nous aidaient à regarder vers l'avenir, là, on va travailler différemment avec une direction scientifique interne. Mais je reviens à votre site web, Mme Desautels, chez Éduc-Alcool. Vous invitez les Québécois à venir consulter le site web. Le Devoir a trouvé plein d'études qui étaient dépassées, qui affirmaient des faussetés si on considère la science actuelle, sur l'alcool. Il y a des chercheurs qui disent que c'est de la désinformation. Comment ça se fait que c'est là? Je veux dire, les Québécois vous faisaient confiance, allaient consulter des sites qui disaient l'alcool, ça peut être bénéfique. Ça peut être bénéfique. Ça peut être bénéfique pour la santé cardiaque. Ça peut être bénéfique contre les pierres aux reins. Avant que le Devoir vous signale ça, c'était encore là. Je m'explique mal comment on a pu tolérer ça. En fait, c'est comme n'importe quoi qui est dans une bibliothèque. Ça a été bâti comme ça, ce site-là. Non, mais c'est votre bibliothèque. C'est pas une bibliothèque municipale avec des milliers de livres. Là. Non, mais c'est 500 pages en français et en anglais quand même. Et c'est justement là, l'objectif, c'est de regarder, comme je vous disais depuis tantôt, on a commencé par faire une planification stratégique. On ne revient pas sur la gouvernance, mais c'est majeur ce qu'on a fait par rapport à la gouvernance, de faire en sorte qu'aujourd'hui, le 98.5, vous-même pouvez devenir membre d'Éduc-Alcool. C'était pas le cas avant. Et ça, après ça, il y a un plan sur 3 ans qui fait en sorte qu'on est rendu à, justement, voir comment on va orchestrer notre contenu et notre contenant. Mais c'est-tu normal que le principal organisme qui informe les Québécois sur l'alcool au Québec soit financé par l'alcool? Il me semble que ça ne va pas être le cas. En fait, il est né
comme ça. Il y a 35 ans, Éducalcool n'existerait pas si l'industrie et la SAQ ne s'étaient pas mis ensemble. Mais comme c'est un pour le problème faire. de santé publique, c'est un enjeu de santé publique, pardon. Il me semble que ça devrait être un organisme de santé publique qui informe les Québécois là-dessus. On ne se substitue pas à la santé publique, on travaille avec la santé publique, mais Éducalcool n'a jamais été un organisme de santé publique. On est un organisme de sensibilisation de façon à ce que les gens fassent des choix éclairés en matière de consommation responsable. C'est ça notre rôle. Fait qu'une campagne comme Pourquoi je bois, qui s'en vient la semaine prochaine, c'est ça la vraie question qu'on veut que les gens se posent pour qu'on puisse en faire démystifier les tabous relatifs à l'alcool. C'est bien plus de regarder en avant. Quand je pose cette question-là, pourquoi je bois, il y a toujours quelqu'un qui va justement arriver puis pouvoir s'exprimer là-dessus. C'est ça l'objectif, que les gens réfléchissent à leur relation à l'alcool. Écoutez, moi, je vous ai souvent mis de l'avant chez Éducalcool, un peu partout. Là, je vous le dis à la lumière des révélations du devoir, là, puis je vous écoute. Mon jury intérieur, Mme Desautels, est encore en train de délibérer. Je suis pas sûr. Pas sûr que je peux vous faire confiance. Bien, moi, j'ai envie de dire, regardez où la campagne va vous mener, va nous mener ensemble en termes de démystification de pourquoi je bois. Puis j'ai l'impression que votre jury va pencher en notre faveur. Peut-être. Merci d'être venu nous voir. Merci. Avant de passer à notre prochaine entrevue, je veux juste signaler un article intéressant dans le Journal de Montréal, page 15. Il y a quelque temps, j'ai interviewé Maurille Gaudreault, qui est le président du Collège des médecins. Dr Gaudreault est allé sur le terrain constater le désarroi des soignants, les bris de service un peu partout, et c'est un rapport très, très lucide qu'il a présenté. Et je lui ai posé la question, est-ce que c'est rendu que le système de santé est dangereux pour la santé des Québécois? Il était nuancé. Mais je veux juste attirer votre attention justement sur les propos dans le Journal de Montréal de Benoît Eppel, Dr Benoît Eppel, qui est médecin de famille en Estrie. Et lui, ce qu'il dit, d'abord, il dit qu'il y a de la misère à avoir un médecin de famille pour lui-même. Et il dit, il le rappelle, il y a des gens qui meurent sur les listes d'attente au Québec pour certaines interventions spécialisées. Il n'est pas le premier à le dire, il le rappelle. Donc, j'ai posé la question à Dr Gaudreault. Je le comprends de ne pas vouloir tirer sur l'ambulance, mais quand même, il y a des gens aussi qui posent ce diagnostic et qui disent le système de santé, quand on y a accès, oui, il est parfait. Quand il n'y a pas accès, ça peut être extrêmement dangereux. Il est 8h17. Parlons de bouffe maintenant parce que le spécialiste de l'agroalimentaire Sylvain Charlebois et son équipe de l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse présentent aujourd'hui leur plus récent rapport du Canadian Food Sentiment Index. Qu'est-ce que ça mange en hiver, le Canadian Food Sentiment Index? On va poser la question tout de suite à Sylvain Charlebois. Sylvain, bonjour. Salut Patrick, t'as pas eu la version en français? J'ai pas eu la version en français, mais... C'est juste la consommation alimentaire, finalement. C'est ça le titre. Ouais. C'est semestriel. Ça mesure quoi exactement? Ben, en fait, on copie un peu ce que nos collègues à Purdue University effectuent depuis 3-4 ans. Tu sais, aux États-Unis, il y a des index pour ce qui est des sentiments des consommateurs, comment ils se sentent, parce que les consommateurs jouent un très grand rôle au sein de notre économie. Puis Purdue avait, lancé il y a 3-4 ans un indice pour savoir ce qui se passe dans la tête des consommateurs pour ce qui est de l'alimentation. Donc, valeurs, croyances, confiance. En fait, c'est des choses qu'on parle depuis quelque temps avec l'inflation alimentaire. Alors, nous, on a recréé cet indice-là, mais pour le Canada. Alors, on publie un index à tous les 6 mois. Donc, le premier, c'est aujourd'hui. OK. Puis qu'est-ce que ça mesure exactement? Ça mesure la perception ou ça quantifie certaines données par rapport à l'alimentation? Bien, on mélange certaines choses. D'abord, on regarde les données de Statistique Canada. Qu'est-ce qui se passe vraiment pour ce qui est des dépenses? Oui. Combien d'argent est dépensé au détail? Combien d'argent est dépensé à la restauration? Qu'est-ce qui se passe avec le taux d'insécurité alimentaire au Canada? Et ensuite, on sonde 3000 Canadiens. On va le faire à tous les 6 mois pour savoir, là, qu'est-ce qui valorise, qu'est-ce qui est le plus important lorsqu'ils achètent un produit. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la nutrition? Est-ce que c'est l'environnement, etc.? Et puis là, on demande des questions sur la confiance. Est-ce que vous avez confiance aux données de Statistique Canada? Est-ce que vous avez confiance envers les épiciers de façon générale? Fait à chaque 6 mois,
on va comparer, dans le fond, le sentiment des gens par rapport à tout ça. OK. Puis là, le sentiment des gens face à leur visite en épicerie puis au restaurant, la bouffe en général, de ce temps-ci, c'est quoi? Ben écoute, je sais pas si tu as regardé le début du rapport, mais nous, on élabore un tableau de bord là, de façon générale pour offrir aux gens un portrait global de ce qui se passe avec notre argent, comment on dépense. Puis écoute, la nouvelle d'hier de Saint-Hubert m'a pas surpris. Le fait que Saint-Hubert réajuste ses prix, tout ça, parce que la classe moyenne étouffe carrément. Au détail, les ventes stagnent. Mais la restauration, là, les gens dépensent beaucoup, là. Mais ça veut donc dire, Patrick, qu'il y a deux économies alimentaires. Il y a l'économie des riches et l'économie des pauvres. Et dans le milieu, ben c'est la classe moyenne. Puis qui, en fait, visite Saint-Hubert, des restaurants comme Saint-Hubert, ben c'est la classe moyenne. Fait que j'ai pas été surpris de voir la nouvelle d'hier là, dans la presse. Qui vont baisser les prix. Ben, ils vont geler les prix, puis ils vont baisser les prix pour les desserts et les salades. Fait que moi, c'est ce qui arrive actuellement, parce que la classe moyenne, les millénarios surtout, ont des enfants, une hypothèque, ça coûte plus cher. Alors, ce qui arrive à l'épicerie, ils arrivent à l'épicerie avec moins d'argent dans leur poche. OK. Est-ce qu'il y a d'autres... Là, tu as l'exemple de Saint-Hubert, mais Sylvain, tu as une vue d'ensemble canadienne. Est-ce qu'il y a d'autres grands groupes comme ça qui ont décidé d'essayer de baisser leur prix? En restauration spécifiquement, non. J'ai pas entendu parler, mais tu sais, Saint-Hubert, la raison pour laquelle ça a fait beaucoup de bruit au Québec avec Saint-Hubert, c'est que Saint-Hubert, c'est un symbole, là, on s'entend, là. Il n'y a pas de Saint-Hubert ailleurs, là. Il y a beaucoup de compétitions. Bon, il y a les Montanas, les Kelsey's, les de Keg, là, ces magasins-là, ces restaurants-là là, qui sont connus, mais il n'y a pas un symbole. Il y a peut-être Chalet Suisse, là, peut-être, mais c'est pas comme Saint-Hubert au Québec. Là. Mais on voit que quand les prix sont trop élevés, les gens votent avec leurs pieds. Puis on a parlé, toi et moi, Sylvain, il y a quelque temps, du fait qu'il y a certains produits en épicerie que les gens achètent beaucoup moins. Puis là, les producteurs, les transformateurs, les épiciers se disent « OK, il va falloir qu'on baisse les prix parce que sinon, on va perdre des parts de marché. » Oui, effectivement, mais si tu regardes les prix pour l'Action grasse en fin de semaine, là, la dinde, là, 1,67 la livre. Là, ça a baissé. J'ai pas vu ça depuis avant la COVID. Là. C'est incroyable. À Toronto, tu peux acheter une dinde gelée là, à 99 cents la livre. C'est pas cher, là. Fait que c'est sûr. Qu'est-ce qui explique ça? C'est-tu que les coûts de production ont baissé? Non, pas nécessairement. Il y a de l'inventaire. Je pense que ce qui arrive, c'est que les épiciers recherchent la loyauté des consommateurs qui sont rendus nomades, là. On magasine partout. Alors, les stratégies de prix actuellement sont très, très agressifs actuellement, que ce soit au Québec ou ailleurs. On va rechercher le consommateur avec des événements puis des fêtes comme l'Action de grâce. Puis à Noël, j'ai l'impression que ça va être la même chose. Merci Sylvain, toujours intéressant de parler de bouffe avec toi. Bonne journée. À la prochaine. C'était Sylvain Charlebois, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie. Voici Patrick Lagacé. On va aller en France parler avec Katia Chapoutier, journaliste pigiste et réalisatrice. Elle couvre le procès Pélico. C'est le procès de cet homme et de ses dizaines de complices. Dominique Pélico qui a organisé le viol de sa conjointe. Ils ne sont plus conjoints. C'est une histoire qui a ébranlé la France et qui a beaucoup de retentissement aussi à l'extérieur de la France. Le procès est en cours jusqu'au mois de décembre. Katia, bonjour. Bonjour. Donc, la semaine dernière, il y a des accusés qui ont témoigné et des vidéos et des photos des viols qui ont été diffusées en présence du public. Ça a été l'objet quand même d'un débat judiciaire assez important. Absolument, parce que pour avoir vu certaines de ces vidéos, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement dérangeant. Et en même temps, tout le monde en a besoin pour pour faire éclore la vérité sur certains points. Donc, dans un premier temps, les premières vidéos avaient été diffusées seulement aux gens du procès et aux journalistes. Et puis ensuite, le président avait décidé de les interdire. C'était de recréer le huis clos
pour les vidéos. Et ce sont les avocats de Gisèle et de sa famille qui ont argumenté en disant non, il n'y a pas de raison de remettre le huis clos. Et finalement, eux, ce qu'ils souhaitaient vraiment, c'était que les journalistes puissent les voir. Et comme vous le dites, le public y a accès. Alors, comment est-ce que le public y a accès? C'est par une salle de retransmission. Et dans ces conditions, évidemment, tout le monde est extrêmement surveillé. Il ne s'agirait pas que ces vidéos soient filmées et puis fuitées sur le net. Et puis, c'est une atmosphère particulière dans la salle de tribunal quand ces vidéos sont diffusées, parce que forcément, tout le monde scrute les réactions de Gisèle, des accusés, de Dominique Pellicot. Et nombreux sont les accusés qui baissent la tête devant ces images qui sont, on peut le dire, clairement insoutenables. Mais si j'ai bien compris, Gisèle Pellicot a insisté pour que ces images-là soient présentées là, sans artifice dans la salle du tribunal. Je pense qu'elle avait surtout envie que la presse puisse s'en faire l'écho et que la presse puisse expliquer ce qu'il y avait dans ces vidéos. Je ne suis pas certaine qu'elle ait forcément eu envie que le public en bénéficie en salle de retransmission, mais pour elle, c'était extrêmement important que la presse puisse en témoigner. Et d'ailleurs, la presse avait elle-même réagi par le biais du syndicat de la presse judiciaire en faisant une lettre très officielle au président en disant qu'il était hors de question que la presse ne puisse pas faire son travail face à ces vidéos, ce qui sont tout de même des preuves irréfutables. Et puis on sait très bien que la mémoire reconstruit les choses. Donc pour une fois qu'on a, excusez-moi l'expression, la chance d'avoir des images parlantes et qui peuvent montrer les faits et établir certaines situations, il est certain que c'est important de les utiliser, mais elles ne sont pas utilisées systématiquement. Quand on est face à un accusé qui reconnaît ses torts, qui reconnaît les faits et qui ne bataille pas besoin de les diffuser. On n'est pas là pour montrer à tous les coups. En revanche, quand il y a un décalage de perception entre la défense, les parties civiles, l'accusé, là, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un match de sport, on veut voir les preuves. Et là, il y a un expert psychiatre, Katia, qui est venu au tribunal, qui a affirmé que les accusés ont été manipulés par le conjoint Dominique Pellicot. Alors, il y a 50 accusés, mais il y a aussi 50 histoires, 50 personnalités, 50 situations, avec certes des scénarios qui se ressemblent, mais les rapports de force ne sont pas toujours les mêmes. Qu'il y ait eu dans les 50 personnes des personnes plus influençables que d'autres, c'est possible, et c'est même probable, j'ai envie de dire. Après, il y a quand même des situations où on voit clairement que les hommes avaient leur libre arbitre. Et ce qui est très parlant, ce sont deux personnes qui avaient été contactées par Pellicot, qui ont échangé avec Pellicot sur le site Coco et qui, eux, ne sont pas venus. Et ils sont venus au tribunal comme témoins. Et ce qu'ils expliquent, c'est que Pellicot leur a donné énormément d'informations. Ils ont su que sa femme était sédatée, ils ont su que ils ont tout à fait compris la perversité des choses et eux n'ont pas souhaité aller jusqu'au bout. Comment on les a retrouvés? Tout simplement parce que Pellicot à un moment avait dit qu'ils étaient coupables, qu'ils avaient participé à un viol et l'enquête a prouvé que non, ils s'étaient arrêtés avant. Et ces deux témoignages mettent à mal beaucoup de défenses car cela prouve que pour bon nombre d'entre eux, Dominique Pellicot était très clair sur ses intentions. C'est toujours aussi stupéfiant d'entendre les révélations de ce procès. Merci beaucoup, Katia. Merci, au revoir. C'était Katia Chapoutier, elle est journaliste, pigiste et réalisatrice. Elle couvre le procès de Dominique Pellicot et de ses 50 co-accusés, tous accusés d'avoir violé cette femme alors qu'elle était sous sédation, droguée par son mari, Gisèle Pellicot. Si vous êtes célibataire, étudiant, parents séparés qui a les enfants ou l'enfant une fois, un jour sur deux, le prochain segment va vous intéresser parce qu'il sera question de cuisiner pour maximum 2 personnes. On parle de tout ça avec Julie Desgroseilliers, diététiste, qui nous arrive avec un livre de recettes cuisine solo. Recettes pour 1 ou 2 personnes. Bonjour, Mme Desgroseilliers. Bon matin. Comment c'est né l'idée de ce livre-là? C'est ma voisine, Noëlla. Il y a 3 ans, je suis en train de prendre ma marche avec mon chien, puis là, elle me dit... Madame Julie, est-ce que vous auriez un livre à me suggérer pour moi qui vit seule, qui est tannée de manger toujours la même chose et là, qui n'a plus de place dans son congélateur? Je retourne chez moi, je commence à chercher sur Internet et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de livre québécois adapté pour des petits rendements.
Alors, il y a une petite graine qui a commencé à germer. Et finalement, 3 ans plus tard, j'ai accouché de cuisine solo. Mais Julie Desgroseilliers, c'est quand même étonnant de penser qu'il y a peu de livres de recettes ou presque pas de livres de recettes pour les gens qui vivent seuls. Au nombre de gens seuls dans la société, on le sait, là, ça a des effets sur le marché immobilier. C'est étonnant de penser que ce créneau-là n'a pas été occupé dans le créneau des livres de recettes. Effectivement, il y avait un livre que j'ai vu, mais c'était « Comment séduire ». Ça date. Alors, c'est des recettes pour 2, mais pas du tout dans le créneau où je voulais aller. Puis effectivement, vous l'avez mentionné, Patrick, mais tu sais, les étudiants, les gens en télétravail maintenant, qui se retrouvent seuls à la maison sur l'heure du lunch. Donc, je pense que c'est vraiment un livre qui va répondre à beaucoup de gens. C'est quoi les pièges quand on cuisine pour soi, quand on cuisine pour maximum 2 personnes? Bien, je dirais d'abord la motivation. Puis ça, c'est un aspect que j'ai voulu aborder aussi dans le livre, parce que quand on est toute seule, bien, puis je parle par expérience, là, quand j'habitais seule, souvent, c'était des toasts au beurre de pinot le soir ou un bol de céréales, ce qui est bien correct, mais à un moment donné, on veut un peu de variété. Donc, la motivation, puis aussi, je trouve, c'est le gaspillage. Le gaspillage alimentaire, c'est pas évident de juste dire, OK, je vais diviser par 2 une recette. Si j'ai un œuf, qu'est-ce que je fais? Je le divise en 2, je le mets-tu pas? Des fois, les épices, on peut pas juste diviser par 2. Donc, il y a un défi au niveau des quantités qui est pas toujours évident. Puis le gaspillage, parce que, encore une fois, si j'ai une recette, j'en ai trop, puis je suis tannée après 2 jours de manger la même chose, mais souvent, ça va finir à la poubelle. Les formats d'achat, ça, c'est quelque chose que j'ai voulu faire super attention dans ce sens où si je demande aux gens d'acheter un contenant pour réaliser une recette, je m'organise pour l'utiliser au complet. Si le contenant n'a pas été utilisé au complet, je propose d'autres recettes que les gens vont pouvoir faire pour justement utiliser cet aliment-là pour éviter de jeter de l'argent à la poubelle. Vous parliez de motivation. Puis, quand on cuisine pour plusieurs personnes, pour sa famille, par exemple, ça peut être motivant parce que, bon, on va manger puis les gens vont nous dire qu'ils aiment ça, si on est chanceux. Mais si on cuisine pour soi-même, ça peut être tentant de se dire « Hey, je vais me faire un sandwich ou je vais me faire venir du Uber Eats ou je vais commander de la pizzeria du coin. » Comment on se motive quand on cuisine uniquement pour soi-même? Bien, d'abord, c'est bien correct de commander du Uber Eats ou bien donc de prendre un bol de céréales à l'occasion. Là, ça, c'est vraiment important de exit cette culpabilité-là. Mais je pense que c'est de revoir la façon de cuisiner avec le plus de simplicité et de plaisir possible. C'est pas vrai qu'on est obligé d'allumer la cuisinière pour se faire un repas qui est intéressant. D'ailleurs, j'ai une section de mezze, c'est des petits plats, tout à assembler. On n'a rien à réchauffer. Donc, je pense que la simplicité de manger, on a le loisir quand on est seul de manger ce qu'on veut, quand on veut, donc d'en profiter, de se créer des ambiances. Tu sais, je pense qu'il y a plein de façons d'avoir du plaisir dans son assiette, mais ça passe, je pense, beaucoup par des recettes simples. Tu sais, je veux dire, on n'a pas envie de passer des heures dans la cuisine, donc c'est pour ça que j'ai misé sur des recettes le plus simple possible. Qu'est-ce qu'on devrait éviter comme chantier culinaire quand on est seul? Dans quel sens? Bien, qu'est-ce qu'on devrait pas essayer de faire? Bien, rien. On peut tout faire quand on est seul. Bien, une lasagne pour une personne, c'est tough. Bien, en fait, non, c'est possible. On peut faire des petits rendements. Puis ça, je pense que j'ai bien réussi. On peut faire du chili à petit rendement. On peut faire des muffins un peu aux bananes, mais à plus petit rendement. Donc, c'est là le défi que je me suis lancée avec ce livre-là, c'est de dire, OK, quand on est seul, je veux pas que les gens aient l'impression qu'ils doivent se priver ou mettre de côté le gâteau. Donc, j'ai des gâteaux, mais en portions individuelles. J'ai des croustades, mais en portions individuelles. Donc, des gâteaux aux bananes, des trucs comme ça qui sont faciles à faire. Une brioche. Oh! La brioche, l'avez-vous vue? Je la trouve tellement belle puis elle est tellement le fun. Je vais juste prendre 2 secondes, je viens de l'avoir passée. Une brioche à la cannelle. Une brioche individuelle. OK, oui. On le fait dans des petits ramequins. Un ramequin. OK. Puis, je suis zéro une pâtissière, là. C'est tellement... C'est facile? Ah, c'est facile. Je le fais avec mes enfants, là. Donc, simplicité pour un maximum de saveur, un minimum de gaspillage, c'était vraiment les éléments que j'ai voulu garder en tête en créant ce livre-là. C'est votre 5e livre, je pense, Cuisine solo, 6e. Oui. Comment vous êtes tombé là-dedans? D'où est venue l'idée de commencer à faire des livres de recettes? Ou des livres sur la bouffe? Bien, la première fois que j'ai écrit un livre, c'est Manger des bananes attire les moustiques. Puis en fait, je m'étais fracturée, là. Pardon, c'est quoi le titre? Manger des bananes attire les moustiques. Donc, un livre qui démystifiait des croyances alimentaires. Puis c'est mon père qui avait eu l'idée, en fait, parce que j'étais clouée à la maison pendant 6 mois avec une attelle complète sur la jambe. Puis il m'avait dit, pourquoi t'en profites pas pour écrire un livre?
J'étais comme, écrire un livre, OK. Et là, je me dis, OK, quel livre, quel sujet? Puis finalement, je pense que j'ai bien débuté ma carrière d'autrice parce que ça avait été un livre qui a connu beaucoup de succès. Puis est-ce que finalement, les bananes attirent les moustiques? Non, vous pouvez manger des bananes même si vous allez faire de la pêche ou de la chasse ou aller faire une randonnée en montagne. Je savais même pas que ce mythe-là, Julie, existait. Tellement que le président de la presse à l'époque pensait que c'était vrai. Alors, quand il a vu cette croyance-là dans le livre, il a dit, il faut en faire le titre du livre. Mais c'est un titre assez original. Manger des bananes attire les moustiques et plus de 150 autres mythes et réalités en matière d'alimentation. C'est une bonne carte de visite comme premier livre, je pense. Oui. Intéressant. Ça s'intitule Cuisine solo. Merci beaucoup. Bonne chance avec la vie de ce livre. Merci beaucoup, c'est gentil. C'était Julie Desgroseilliers, diététiste, cuisine solo, recette pour 1 ou 2 personnes. C'est aux éditions La Presse.